Les conversations du week-end. Aujourd'hui, la conversation littéraire, animée par Jean-Claude Perrier. Bonjour à tous les éditeurs de KTO Radio et bienvenue dans cette nouvelle édition des conversations littéraires du week-end. C'est la dernière de la saison, puisqu'on est au mois de juin. Pour cette dernière, finalement, on ne l'a pas fait exprès, mais ça tombait épatamment bien. On a avec nous Christophe Onodibio. Bonjour Jean-Claude Perrier. Qu'on ne présente plus. Bonjour aux auditrices et aux auditeurs. Voilà, comme on dit. Qu'on ne présente plus, mais qu'on va présenter quand même un peu. Évidemment, journaliste brillant, reconnu, etc. Pilier du Point, bien qu'il soit encore jeune. Et puis écrivain. Et puis, on reçoit Christophe Onodibio pour un livre qui s'appelle tout simplement L'Odyssée de l'Odyssée. Il fallait y penser. C'est paru chez Grasset il y a quelques semaines et il y a un sous-titre que nous commenterons abondamment qui dit « Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les aventures d'Ulysse sans avoir jamais lu Homère ». Oui. Vous n'avez pas osé Homère pour les nuls, mais c'est un peu ça, quelque part. Non, mais c'est vraiment très, très sérieux. Ça a l'air d'une blague, mais au pas fond, du tout. on est peu, en fait, et je comprends d'ailleurs à avoir lu Homère. On connaît quand on est gamin, on nous raconte les épisodes du Cyclope, des sirènes, de Circé, mais au fond, l'Odyssée est bien plus riche que cela. Mais il faut, pour le savoir, lire les 12 000 vers de l'Odyssée. Et Dans donc, le texte dans le texte ou en traduction. On va y venir. Mais donc, il fallait que je me fasse un peu passeur, que je me mette dans les mots d'Homère pour vous raconter l'Odyssée. Et effectivement, la différence avec Homère, c'est que là où Homère raconte des choses sans donner les références, parce que tout le monde les connaît, moi je m'arrête. Tout le monde les connaissait à l'époque, Mais exactement, à son époque. Exactement. Et moi je peux m'arrêter comme si j'étais avec des amis par un long soir d'été et qu'on m'avait demandé de raconter l'Odyssée. Donc à la première personne, pas comme un personnage de l'Odyssée, mais comme amoureux de l'Odyssée, comme conteur de l'Odyssée, vraiment dans le siège d'Homère. Et je m'arrête. On me dit, tiens, alors pourquoi Athéna et Ulysse, il y a une telle relation de fusion, pourquoi Ulysse est son chouchou à ce point-là? Et je m'arrête. Donc c'est aussi du plaisir, mais du sérieux, et ce sous-titre dit bien ce que c'est. On va revenir longuement à l'Odyssée, mais tout ça, il n'y a pas de hasard dans un parcours, dans une carrière. On va essayer de revenir un peu quelques décennies en arrière pour rejoindre le jeune Christophe. Donc le jeune Christophe qui est normand, qui est havrais. Donc je me suis essayé de me rappeler un peu votre parcours et finalement il y a une thématique aquatique, voire marine, extrêmement importante, même si vous écrivez plutôt sur le sud que sur la Manche. Vous êtes plutôt Méditerranée ou océans tropicaux que mer froide, mais enfin vous êtes quand même né dans une ville portuaire, marine, etc., etc. Ça a son importance dans cette affaire? Oui, je pense l'idée d'horizon, l'idée de ce qu'il y a de l'autre côté de l'eau. Vous savez, quand on est du Havre, l'autre côté de l'eau, c'est plutôt l'autre côté de l'estuaire de la Seine, mais là où j'ai grandi, dans un petit village à côté du Havre, sur les falaises, je prenais toujours mon petit VTT, mon vélo tout-terrain, et j'adorais en fait aller au rebord du monde, quoi, au balcon du monde, là où la falaise en fait s'arrêtait, et je voyais passer au large sur la mer qui est toujours un peu couleur grise avec les rayons du soleil qui percent les nuages et qui donnent cette lumière absolument irréelle, les cargos, les conteneurs, les pétroliers qui passaient au large et qui me donnait l'impression, comme dans la chanson Maman, les petits bateaux ont-ils des jambes, parce qu'en fait, ils passaient, mais comme sur un rail, en fait, au large. Tous dans le même sens. Exactement. Et donc, c'était une promesse d'aventure, une promesse d'aller voir ce qu'il y a de l'autre côté, de prendre la mer. Donc oui, ça a son importance. Après, sur le côté, vous avez raison, les mers chaudes, c'est parce qu'en fait, j'ai ensuite pratiqué beaucoup et je continue la plongée sous-marine. Oui. Et c'est vrai que c'est plus confortable quand la mer est chaude. Après, il y a des très bonnes combinaisons en néoprène, mais c'est aussi que l'eau est plus claire sous des latitudes plus du sud et on voit plus de choses. Au Havre, la plongée se pratique, mais il y a beaucoup d'épaves, mais l'eau est quand même très sombre, quoi. Certes.
Et puis, c'est moins engageant. Vous avez fait un roman, d'ailleurs, qui s'appelle Plongée. Je Oui. vérifiais la date, là, Gallimard 2013. Oui, tout à fait. Oui, il y a déjà. Grand prix du roman de l'Académie, tout ça. Et c'était un roman assez original, en fait, sur cette passion, sur des aventures liées à cette histoire aquatique. C'était l'histoire d'une femme qui choisit de quitter le monde j'allais dire pour les requins. Une grande artiste qui quitte son art, qui quitte j'allais dire, les vertiges, les honneurs, le monde en fait, qui quitte le monde, comme on dit, pour en découvrir un autre, beaucoup plus archaïque, beaucoup plus ancien, très proche de l'idée de création en fait du monde, et que ce monde sous-marin est raconté par un homme qui a aimé cette femme, qui a eu un enfant avec cette femme. Cette femme est partie, lui laissant l'enfant, et cet homme raconte à cet enfant, à la deuxième personne, L'histoire de sa mère. l'histoire de qui était sa Qui mère, était sa comme mère. il l'a aimée, comme elle est partie, et l'enquête en fait qui l'a conduit à découvrir les raisons de sa mort en forme d'apothéose au fond. Que nous ne dévoilerons pas, évidemment. Et ça s'appelait Plongée, oui. Ça ER à s'appelait- l'infinitif, parce que Tout simplement, l'injonction d'aller voir ce qu'il y a sous la surface des choses. tout à fait. On pense à la tombe du plongeur, évidemment. Je me souviens de Magnifique. cette jolie Magnifique. silhouette. Alors, Apaestum. Apaestum, Un sur une site, tombe de ouais. Paestum, Tombe un style étrusque. grec, enfin de style étrusque, mais c'est un style grec de Grande Grèce. Et vous savez, puisqu'on est sur KTO, que cette tombe du plongeur, donc on a retrouvé à Paestum, et qui représente cet homme nu en fait qui plonge d'un rocher où un arbre est rabougri jusqu'à une étendue un peu, je sais jamais, concave ou convexe. Quand Alors, c'est concave, ça bombé, dépasse, c'est bombé, c'est bombé. concave. et un arbre qui est lui, donc à côté de cette étendue bombée d'eau, qui est en pleine vitalité, et ça serait, on ne le sait pas, mais une sorte d'image de la C'est résurrection. une préfiguration. Exactement, donc une préfiguration via l'orphisme de ce qui va donner ensuite les monothéismes, et notamment le christianisme, c'est-à-dire la promesse de résurrection par un plongeon, qui est une très très belle image en fait. Donc du coup, sans transition, on a parlé d'une des sources de l'Odyssée, donc effectivement votre côté marin, on va y revenir, et évidemment le grec arrive dans cette histoire. Donc le petit Christophe qui rêve face à l'océan d'aller découvrir des terres lointaines est aussi un excellent élève et qui se prend de passion pour le grec, ce qui est quand même assez original. Donc vous êtes né en 75, c'est pas un secret d'État, donc là on est plutôt à la fin des années 80. Oui, c'est ça, si je compte bien. Oui, milieu, enfin oui, 80, oui, c'est ça, Et des 85. brouettes. Ouais, ouais. Et Mhm. c'était original à l'époque de faire du grec et de commencer le grec. J'ai eu la chance d'avoir une professeure Il y a deux professeurs que j'ai eus qui m'ont vraiment marqué. Mon professeur de français qui était Jacques Deroire, biographe de Maurice Leblanc, donc spécialiste Arsène Lupin, qui était le héros local, Oui, quand bien même. sûr, là-dedans. Et Madame Brio, donc ma professeure de grec, qui donnait des cours bénévolement avant l'âge, j'allais dire. C'est-à-dire qu'on était en 5e, et elle nous ouvrait les portes du grec ancien par un chocolat chaud en salle des profs, Ah oui, qui était quand même la meilleure, la récompense. la meilleure astuce pour nous prendre au piège vertigineux et merveilleux du grec. Et elle ouvrait pour nous les ensorcellements du grec ancien. Et vous le disiez tout à l'heure, le ciel normand, puisqu'on en parlait, les falaises, les nuages souvent du ciel plombé normand se sont écartés pour laisser passer par la magie du grec ancien les rayons de la Méditerranée. C'est ce qui explique aussi ma migration peut-être esthétique vers le sud et vers la Méditerranée. Ouais. Qu'est-ce que je voulais dire. En principe, c'était plutôt latin. On commençait par C'est le vrai. latin à l'époque. C'est vrai. Et on faisait éventuellement du grec après, ou pas d'ailleurs. Vous êtes plutôt helléniste que latiniste. Oui, en fait, c'était une militante, enfin, elle est toujours d'ailleurs, militante du grec. J'ai fait grâce à elle aussi, ça allait de pair, mon premier voyage en Grèce. Donc avec toute la section de grec depuis alors ça c'était un an après, depuis la 4e jusqu'au Oui, terminal. c'était la récompense. J'ai bu mon premier verre d'alcool qui était de l'ouzo, donc dans une taverne du Pirée. Et j'ai pris mon premier bain dans la Méditerranée, à Nauplie, Oui. Napflio, donc pas très loin de Mycène, pas très loin d'Épidore.
Et c'était absolument fabuleux. On était allé voir Delphes, on avait couru tout jeune, hein, on était vraiment gamin, on avait 12 ans sur les pistes d'Olympie. Ah oui, elle vous avait bien Et récompensé quand même. c'était total, c'était l'expérience totale. Voilà, C'est-à-dire que une immersion totale. Le latin, c'est vrai que je ne suis pas allé à Rome, je suis allé à Athènes avant Rome, j'ai fait du grec avant le latin, mais c'était le grec. Déjà, c'est la langue originelle aussi, Oui, c'est bien la langue sûr. des grands textes. Et j'étais allé, et ensuite je suis allé sur le mont Athos aussi à cause de tout ça. Mais Ça a donné un livre d'ailleurs. voilà, c'était l'expérience totale de la Grèce, voilà, des textes jusqu'au petit verre d'alcool, contrôlé hein, évidemment, mais une initiation dans ce cas-là de plus totale, de plus merveilleuse. Et c'est vrai que ça a commencé par le grec. Et le grec, plus le Havre, plus l'horizon, plus l'eau, plus le personnage d'Ulysse, les marins, ma famille qui était soit docker, soit imprimeur sur le France. Mon grand-oncle était imprimeur sur le France. Son beau-frère, c'était mon grand-père et qui réparait lui les bateaux sur les chantiers navals du Ah oui, je Havre. ne savais pas qu'il y avait en plus du voyage dans la famille. Voilà. Alors mon grand-père qui était un conteur formidable, qui m'a initié à toutes ces histoires de marins, de corsaires, de pirates, réparait les bateaux sur les chantiers navals, mais n'embarquait jamais, mon grand-père André. Et donc son beau-frère, Louis, lui qui a fait 4 fois le tour du monde sur le France, vivait, j'allais dire, dans le ventre du paquebot France, où il y avait une imprimerie. Donc ils imprimaient le journal, Oui, je me ils souviens de imprimaient cette histoire. les menus, ils imprimaient tout ce qui venait de la terre en fait. Et donc un homme, l'encre hein, avec un A et avec un E, et lui était un taiseux. Donc c'est étonnant, celui qui naviguait ne parlait pas, celui qui n'avait pas navigué me transmettait tous ces récits. Donc oui, j'ai été baigné par ça et ça fait je ne vais pas dire une cohérence, mais en tout cas des quelques obsessions. Et pour écrire, il faut des obsessions. Vous en savez quelque chose, Quelques-unes, cher oui, Jean-Claude. quelques thèmes. Je pensais à votre histoire de grec. Moi, je me souviens, j'étais plutôt latiniste, comme vous savez, et j'ai quand même fait du grec courageusement jusqu'en terminale. Bravo. Et dans mon lycée, j'étais pour rien. Dans mon lycée, on avait grand peine à faire une section de grec parce qu'il fallait au moins 3 élèves. Et je me souviens qu'on avait été chercher, donc on était 2 en terminale A. Le lycée était allé chercher quasiment, à réquisitionner de force un mec de C ou de D pour qu'on ait notre quota. Et notre prof de grec, pour nous séduire, les cours étaient à 8h du matin le samedi à l'époque, il nous emmenait dans un bistrot du coin, on buvait du chocolat, nous aussi. Et ben voilà, donc, le chocolat et le grec ancien, ça va bien en fait. Ouais. C'est l'esprit des conversations, le chocolat Oui. qui au début de après la conquête en fait de l'Amérique du Sud, quand le chocolat est arrivé en Europe, le chocolat était le carburant des salons littéraires, des grandes conversations. Ça a commencé par l'Espagne et puis c'est venu chez nous. Donc tout ça est cohérent aussi. Oui, tout à fait. Il fallait bien qu'on soit récompensé de notre courage. Le prof était un poète d'ailleurs qui s'appelait Merlène. Qui a un petit peu... Merlène. Oui. Ah oui, comme ni Verlaine, ni mais... Merlin, mais pas loin. Ça, Donc, c'est génial. Ouais, un enchanteur, en tout cas. C'était assez drôle. C'était assez drôle. Je ne sais pas si on l'a vraiment apprécié à l'époque, mais ça fait de jolis souvenirs. Et ce qu'il y a de bien, c'est que vous avez persisté dans ce combat pour les langues anciennes, puisque vous avez une chronique dans Le Point qui célèbre les humanités, le classicisme, etc., chaque semaine. Oui, la Minute Antique. En fait, ce qui est fabuleux avec cette fréquentation des textes anciens, c'est que on s'aperçoit que les grands thèmes éternels, c'est-à-dire le deuil, la souffrance, la joie, la transmission, l'amour, le désir, sont la famille, le droit, la politique. Évidemment, ils y ont réfléchi. Les Grecs et les Romains ensuite, bien avant nous, et ça reste encore valable. Et ce que j'adore, c'est regarder notre présent à la lumière antique. Par exemple, ce qui m'a permis de parler de transhumanisme, par exemple, via Homère, via l'Odyssée, via le personnage de Calypso qui promet l'immortalité à Ulysse, et Ulysse la refuse parce qu'il pense qu'une non-mort, une non-mort ne fait pas forcément une vie. L'intelligence artificielle, dont a si bien parlé le pape récemment, elle est présente dans l'Odyssée via l'épisode des Phéaciens. J'étais sûr que vous alliez nous dire ça. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il y a des enseignements encore que nous donnent ces textes, comme tous les textes anciens, qu'ils soient religieux ou non, qui sont encore pertinents pour notre époque. Et donc ce n'est pas dire c'était mieux avant, mais c'est regarder avec amusement et intérêt ce qui se disait avant des problèmes qui nous occupent aujourd'hui.
comme s'il y avait une intuition finalement de ce qu'allait devenir notre monde. En fait, nous restons des êtres humains au XXIe siècle comme au 8e siècle avant notre ère. C'est consolant. Oui, Oui, en plus, ça nous nourrit. Cette source c'est gréco-romaine nous parfois plein nourrit. d'humour aussi. Oui, Oui. et il y a quelque chose dont on parlera qui nous interpelle tous, c'est les mots, la Mm. langue. Mm. Parce que impossible de comprendre le français si on n'a pas fait du latin et du grec. D'où un tas de conneries qui se disent tous les jours et de faux sens. J'en parlais assez récemment avec Boris Cyrulnik, Oui, grand spécialiste bien de la sûr. chose, qui prenait l'exemple du mot résilience et qui me disait, mais on l'emploie à toutes les sauces et c'est absolument pas, c'est un contresens. On Bien lui fait sûr. dire exactement le Le contraire contraire, de ce que ça veut dire, bien sûr. qu'on ne sait que si on a fait un peu de... Comme être dans l'œil du cyclone, qui est en fait l'endroit où on est le plus en sécurité. Bah oui, Alors c'est que les logique. gens disent aujourd'hui rien ne va plus, il est dans l'œil du cyclone. Ben non, au contraire, s'il est dans l'œil du cyclone, c'est que tout va bien encore. Voilà. Il y en a déjà, mais ça c'est vrai que ça nous ferait du bien de temps en temps des piqûres de rappel. Mais c'est vrai que le sens des mots, on connaît tous les... Bon, c'est devenu cliché, mal nommer le monde, etc. Mais le sens des mots, et c'est vrai que nous vivons dans une époque où les mots n'ont plus de sens, et la fréquentation de ces textes nous aide aussi à restaurer le sens des mots, qui est aussi restaurer un enchantement, une puissance des mots, une compréhension du monde, en fait, des Bien sûr. clés de lecture. Bien sûr. Alors, Christophe Onodibi, on va marquer, grâce à vous, un premier temps de pause dans cette émission. On en reparlera. Donc, vous avez choisi comme premier morceau un morceau du groupe Franz Ferdinand, Oui. qui s'appelle Ulysses, donc Non. Ulysse, parce qu'en fait, ce groupe, donc c'est un groupe de rock écossais que j'adore, mais qui montre ce qu'on disait là. C'est-à-dire que Ulysse, comment la pop culture, la culture d'aujourd'hui aussi, récupère des grands schémas, puisque le refrain de Ulysses, que vous allez entendre, c'est « Mais toi, tu n'es pas Ulysse, tu ne pourras jamais rentrer à la maison ». Donc c'est une sorte de petite odyssée qui est racontée à la lumière de l'Odyssée d'Homère par un rocker écossais qui s'est produit récemment pour la fermeture de Beaubourg, sur le toit de Beaubourg, un concert absolument magnifique. Et il se trouve qu'il est grec. Il s'appelle Alex Kapranos, d'origine grecque. Oui, je me souvenais. Et donc, évidemment, il a été biberonné à l'Odyssée. Comme des Et micro-sauces. il lui rend bien. Eh bien, tout ça est cohérent. On va écouter Ulysses par Franz Ferdinand et on en reparlera juste après. Well, I sit in here, sentimental footsteps, and a voice say hi. So what you got this time? Come on, let's get high. Come on, look, so what you got next door? Walk 25 miles, oh, well, I'm bored. Come on, let's get high. Come on, let's get high. Come on, let's get high. Well, I found a new way. Come on, don't amuse me. I don't need your sympathy. La, 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 la. Ulysses, I found a new way. I found a new way, baby. Am I Ulysses? No, but you are now, boy. So sinister. But last night was wild. What's the matter there? Feeling kinda anxious. That hot blood grew cold. Yeah, everybody knows it. Yeah, everybody knows it. Everybody knows Ulysses, I find a new way. I find a new way, baby. Ulysses, I find a new way. I find a new way, baby. Oh, then suddenly you know
Retour en conversation littéraire du week-end, je savourais les dernières gouttes de Ulysses par Franz Ferdinand Tu grâce n'es à pas vous. Ulysse, tu ne pourras jamais rentrer chez toi, Ben oui, dit-il. j'en ai bien peur. Version pop sautillante écossaise de Ulysses. Je pensais à Joyce, évidemment, parce que non seulement cette Odyssée est fondamentale, mais elle a eu plein d'avatars, si j'ose dire, et de revisitations, d'entreprises, etc. Et celle de Joyce est une des plus exceptionnelles. Oui, Joyce condense l'Odyssée en Écosse, justement, donc pas très loin de Franz Ferdinand. Mais Dante aussi, qui fait d'Ulysse un pensionnaire des enfers, en fait. Et Ulysse raconte à Dante, en fait, qu'il est un héros de la connaissance, qu'il est reparti, en fait, après son retour à Ithaque, parce qu'en fait, il était guidé par cette connaissance qui l'a dévoré, puisqu'au large des colonnes d'Hercule, le cap de Gibraltar, il est parti avec ses marins, et en fait, le navire a sombré devant le purgatoire, en fait, la montagne du purgatoire qui se profile à l'horizon. Et on a comme ça un héros de la connaissance, de la libido sciendi, comme diraient les pères de l'Église. Donc, Dante, Kazantzakis, et après les frères Cohen, tout le monde au cinéma revisité, parce que le motif de l'Odyssée, il est universel, c'est-à-dire que ça marche, j'allais dire, à toutes les époques. Un homme perdu qui essaie de rentrer chez soi. Et Ithaque étant une métaphore de qu'est-ce que c'est chez soi, qu'est-ce que c'est de retrouver son identité aussi, de retrouver celui qu'il était, c'est-à-dire le souverain d'Ithaque. Ça parle aujourd'hui, puisque le pape est actuellement aux Canaries pour parler des migrants. C'est un motif aussi, Ulysse, à un moment quand il rencontre Nausicaa. C'est un étranger nu, à la barbe emmêlée de sel, les mains écorchées, qui cherche à rentrer chez lui et qui va trouver cette petite princesse qui lui ouvre les portes du palais de son père sans savoir qui il est, parce que la grande vertu pratiquée, enseignée par l'Odyssée, c'est la philoxénia, c'est l'hospitalité, philoxénia, qui aime l'étranger. Et ce qui est très amusant, puisque vous parliez tout à l'heure dans cette première partie, Jean-Claude Perrier, du sens des mots, c'est que philoxénia, hospitalité, c'est un mot grec, c'est un mot ancien, mais xénophobie, qui est fabriqué avec 2 mots grecs, est un mot beaucoup plus récent, en fait, qui n'est pas du tout un mot grec. Pour les Grecs, c'est d'abord l'hospitalité, la philoxénia, et on le comprend très bien, parce que quand vous êtes un marin, vous naviguez, si vous avez une avarie, votre bateau, vous devez arriver sur un rivage étranger. S'il n'y a pas la philoxénia et qu'on vous dévore ou qu'on vous tue et qu'on vous pille, la civilisation est absolument impossible, quoi. C'est beaucoup trop dangereux. Donc tout ça, oui, on voit que la fortune de ce texte, qui est absolument génial, récupéré, réécrit jusqu'au XXIe siècle. Tout à fait. Et là, c'est Nolan qui va s'y attacher. Et absolument. Donc, on a la chance de faire cette émission quelques semaines avant la sortie du film. On en parlera tout à l'heure. D'ailleurs, vous nous avez proposé en deuxième morceau musical tout à l'heure un extrait de la BO du film. Vous parliez d'hospitalité, j'allais dire c'est un peu la règle dans le monde méditerranéen, justement. L'étranger est accueilli, il y a toujours l'eau, le pain, le sel, on l'accueille dans sa maison, etc. Exactement. Enfin, c'était comme ça autrefois. Je pensais à un de vos premiers livres. Vous me voyez venir, ce livre assez étonnant qui s'appelait Interdit à toute femelle, à toute femme et à toute femelle, qui est votre deuxième roman. Là, on est en 2002 chez Plon. Le titre dit comme ça, ça a l'air très provoque. Comme ça fait bizarre. Et donc, c'est une expérience d'anti-hospitalité d'une certaine façon, ou d'hospitalité particulière, qui est celle des moines du Mont Athos. Oui, les deux, d'une hospitalité très particulière, double, ambiguë. Oui, interdit à toute femme et à toute femelle est l'un des préceptes ou l'un des axiomes ou des injonctions du Mont Athos, c'est-à-dire à Uranopolis, la ville du ciel, qui est la porte d'entrée mais au sens propre, parce que c'est très très haut, il faut monter. Oui, alors non, on y va en bateau sur le Mont Athos. Oui, mais après, il faut bien la grimper. Oui, après, il faut grimper sur certains monastères. Oui, j'ai beaucoup aimé cet endroit où je me suis rendu 5 fois. Je suis même revenu sur le Mont Athos à travers Trouver refuge, c'est-à-dire 20 ans après, comme un refuge, effectivement.
un roman qui racontait comment un homme et sa petite fille, alors que les filles sont interdites, justement, interdites à toute femme, à toute femelle, mais aussi aux petites filles, aussi aux enfants, hein, en principe, comment un homme allait trouver refuge, justement, dans un temps d'incertitude politique. On est quelques années après notre époque, dans une toute légère anticipation, et qui posait la question de « Et vous, vous iriez où si vous deviez faire vos bagages dans l'heure Tout soudain. et vous planquer, en fait. Vous iriez où trouver Ah, c'est refuge ?» sûr que c'est l'endroit idéal, a Et- priori. Exactement. Et cet homme-là avait souvenir justement de ses anciens voyages sur le mont Athos, où il avait été bien ou mal accueilli par les moines du mont Athos, mais surtout où il était entré en contact avec un jardin d'Éden, puisque c'est un lieu de nature absolument merveilleux, magnifique, et aussi un jardin de la connaissance, puisque ces monastères abritent des trésors de livresques, des icônes sublimes, des peintures murales. Aussi, et j'ai beaucoup aimé, oui, j'ai beaucoup aimé le mont Athos et cette expérience mystique, sans utiliser de grands mots, j'allais dire, Au sens large. mais au sens large, et ce retour à Byzance, au fond, puisque rien n'a bougé ou presque depuis Byzance, quand on est sur le mont Athos. Donc oui, j'ai fait ma petite odyssée à travers ces pérégrinations sur le mont Athos, qui est un petit monde en soi, hein, une vingtaine de monastères, et on va de l'un à l'autre, chacun étant différent, chacun correspondant à une nationalité chrétienne orthodoxe différente, des Bulgares, des Chypriotes, des Grecs, des Russes. Je ne suis pas allé dans le monastère russe. Ils sont un peu moins hospitaliers, ceux-là. Déjà à l'époque. Ah oui, oui. Et puis, oui. Et puis, j'avais pas forcément, voilà, j'ai pas forcément envie. Mais les Roumains, alors les Roumains n'ont pas le droit à leur monastère, qui est pourtant un monastère physiquement. Ils n'ont pas le droit au statut de monastère. Et là, j'ai été vraiment recueilli parce que je me suis blessé sur le mont Athos. Ils m'ont recueilli, ils m'ont soigné, et mon réveil dans ce monastère roumain reste un des plus beaux souvenirs de ma vie, avec les sons de la musique, les sons de la nature, les carillons, les messes, les offices, pardon, la nuit aussi, avec ces chants absolument magnifiques. Et puis j'ai fini par y emmener mon fils, en fait. Et ça a été aussi un moment père-fils extrêmement... Très beau transmission. De transmission aussi, d'une certaine idée de la beauté du monde, du dévouement aussi, du don de soi au monde, parce que c'est sur le mont Athos, ces moines prient au fond pour nous tous, dans la solitude parfois. Alors il y a les monastères, mais il y a les ermites aussi. Je suis allé voir les ermites de Kafso-Kalivia, à l'extrême sud du mont Athos, qui vivent dans des grottes et qui prient pour notre salut. Donc ils sont une sorte de veilleurs, nuit et jour, à veiller par la prière. Donc oui, ça. Donc finalement, oui, 2 romans, Interdits à toute femme et à toute femelle, et puis le retour sur le mont Athos. J'avais envie d'y revenir par le roman, en fait, comme un refuge. Ce qui est intéressant, c'est que le gamin dont on parlait tout à l'heure, le petit Havrais qui rêvait face à la mer, il est parti, en fait. Il n'arrête pas de bouger. Et que vous êtes un des rares écrivains, enfin rare, j'exagère, mais un de nos écrivains majeurs qui intègre le monde, qui embrasse le monde dans son œuvre. C'est une œuvre qui est tout sauf franco-française, tout sauf nombriliste, même s'il y a des choses très personnelles dans vos romans. Mais il y a vraiment une prise en compte du monde dans pas mal de ces aspects, y compris les aspects géopolitiques. Bien sûr. etc. Venant de vous, ça me touche beaucoup, parce que vous savez aussi, vous aussi, vous voyagez, vous écrivez pour voyager, vous voyagez pour écrire, et on sait que le roman est un instrument de compréhension du monde tel qu'il va ou tel qu'il ne va pas. Et effectivement, parfois, pour comprendre le monde, il faut aller le voir. Et c'est vrai que c'est passé. Alors maintenant, j'ai moins l'occasion. Justement, donc je voyage sous la surface des océans, c'est ma nouvelle façon de voyager, mais j'ai eu la chance par le métier de journaliste, qui est venu en fait après le premier roman, en fait, après l'enseignement. Vous étiez prof à l'origine. J'étais prof, je publie mon premier roman, et en fait c'est ce roman qui va m'ouvrir
les portes du journalisme. Désagrégé en 2000. C'est ça. Vous étiez prof de grec? J'étais prof Même de pas, français. raté. De français après mon agrég lettres modernes. Mais non, j'enseignais pas le grec, j'enseignais le français. Et au fond, le journalisme a permis de nourrir les fictions. Et puis surtout d'aller bouger. voir le monde, d'aller dans les mines de rubis en Birmanie, le rubis, là où était allé Kessel, le rubis sang de pigeon, d'aller en Afghanistan, d'aller en Chine. Et c'est vrai qu'à chaque fois, en Inde, qui vous est Bien cher. sûr. Et ça, c'est vrai que la fin de Désagrégé se passait dans le Kerala. Voilà, c'est comprendre le monde et essayer de le comprendre et en restituer ces expériences de tentatives de compréhension, mais aussi d'émotion dans les romans, grâce aux romans, pour partager aussi ce qu'on a appris par la fiction. Ce qui fait que les romans sont à la fois vrais et faux, quoi, à la fois Toujours, un monde oui. imaginaire, mais toujours, voilà. C'est le principe. Ce qui est intéressant, c'est que on revient à la Méditerranée. Mhm. C'est vraiment non seulement le creuset de notre civilisation, mais on voit aujourd'hui, malgré des discours dans d'autres sens, on voit que ça reste le creuset de toute chose. On voit que ça reste quand même le millefeuille de toutes les civilisations, y compris pour le pire, pour les conflits, etc. Bien etc. sûr. Mais vraiment, tout continue de se passer là. Ben oui, parce que vous avez là des couches d'histoire absolument, comme presque, je veux dire, les couches de sédimentation de la ville de Géologique, Troyes, oui, selon les- Schliemann, parce qu'il y a 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-8. Il y en a 13. À chaque fois, elles sont numérotées. Non, alors, ce qui est intéressant avec la Méditerranée, c'est qu'effectivement, il y a une réalité géopolitique, historique, mais une réalité, j'allais dire, littéraire. Quand vous prenez un texte, et c'est ça qui est miraculeux, qu'un texte comme l'Odyssée, qu'on date du 8e siècle avant Jésus-Christ, jusqu'à aujourd'hui, il y a près de 30 siècles en fait. Ces textes-là nous sont arrivés. Je veux dire, c'est pas un hasard. Ça, c'est miraculeux. C'est parce qu'en fait, ils continuent à nous parler. Je le disais tout à l'heure, le motif du personnage qui tente de rentrer chez lui après une guerre, l'image du vétéran de guerre qui déboussolé, qui cherche sa boussole, qui cherche le chemin de sa maison, qui cherche à rester humain, évidemment, ça continue à nous parler. Et ce qui est fou, c'est que cet enseignement méditerranéen, il est d'abord aussi passé par ces grands récits. L'Iliade, l'Odyssée, il y en a eu d'autres aussi. Je veux dire, la Bible, L'Énéide. exactement, l'Énéide. Je reste un peu latin, ça mais, ne m'envoyez mais pas. bien sûr, mais bien sûr. Et donc, c'est passé par ces récits. Et c'est pour ça qu'il faut aujourd'hui se faire continuer à les transmettre. Mais c'est vrai qu'il y a une barrière de la forme. C'est difficile de lire aujourd'hui. Alors, du grec dans le texte, n'en parlons pas, mais même dans une bonne traduction, 12 000 vers, lire l'Énéide, même traduite par Paul Venn, lire l'Odyssée, même traduite par Jacotet ou Bérard, c'est difficile. Donc, en fait, il faut décoder parce qu'il y a des références qui nous parlent encore, sauf que on ne sait pas exactement ce que ça veut dire, la phylloxénia dont on parlait tout On va à y l'heure. revenir tout à l'heure parce qu'il y a Voilà. des mots, vous mettez un point d'honneur à préciser le sens d'un certain nombre de mots. J'allais oui. dire en plus, ce qui est d'intéressant et de particulier dans l'Iliade et l'Odyssée, c'est qu'elles sont sans arrêt retraduites. C'est-à-dire Oui. qu'il y a des contemporains Bien à chaque sûr. époque qui éprouvent le besoin. Alors c'est peut-être Avec plus ou moins, plus j'allais ou moins dire, de bonheur et de plus bonheur. ou moins de choses. Je me souviens de la traduction de l'Énéide de Séclosovski, Mhm. qui avait trouvé spirituel de respecter l'ordre des mots latins. Mm. C'était juste illisible. Je ne sais pas si vous avez vu ce livre. Gallimard avait été obligé d'imprimer sur un format plus large Ah, bah, écoutez, parce que ça tenait pas. Je vais aller voir. Ça ne se sais pas. ça se dépliait. Je ne sais pas si ça se trouve Bah, encore. C'était des choses farfelues, mais ça prouve que la source ne se tarit pas. Un classique, comme disait Italo Calvino, j'adore cette définition, un classique, un livre classique, c'est un livre qui n'a pas fini de nous dire ce qu'il a à nous dire. Donc l'Odyssée, par exemple, au XVIIe, quand Fénelon s'en empare, il en fait un traité politique, il parle de la... Parce que l'Odyssée, ce qui est génial, c'est que c'est à la fois un roman d'initiation avec Télémaque, un roman d'aventure avec Ulysse, un roman d'amour, un roman gore, trash, parfois On très va y violent, venir. Un guide de voyage et un roman d'espionnage avec la reconquête, un guide de et un guide voyage. de voyage Ça, on va y venir parce que c'est pas sûr. Et est-ce que ça existe? Est-ce que les lieux sont réels ou pas? C'est assez passionnant. Ah, il y a des gens Et qui c'est sont tout- partis avec le livre en main et qui ont Exactement. tout retrouvé. Et c'est tout à l'honneur de la littérature de nous faire prendre, j'allais dire, parfois des vessies pour des lanternes. Mais c'est intéressant qu'on en parle. Mais aussi, c'est un roman d'espionnage, la reconquête. Mais donc, ça nous parle. La reconquête d'Ithaque, pardon, ça nous parle. Mais et il faut se dire
que ça nous parle que c'est pour nous, que c'est pas parce que ça a été porté par le tyran Pisistrate par écrit au VIe siècle que c'est pas pour nous et qu'il faut en avoir peur et que c'est poussiéreux. Au contraire, c'est vivant, c'est de la vie. Simplement, il faut une petite initiation, il faut un Une petit passeur. médiation. Comme on a commencé cette émission en parlant de nos professeurs, comme un professeur, mais un professeur qui n'est pas intimidant, un professeur qui vous prend par la main et qui vous emmène voir les merveilles en vous expliquant quand il le faut. Alors justement, on va passer à l'extrait musical suivant, qui est donc un extrait de la bande originale du film à venir de Xavier Dolan, donc l'Odyssée. Voilà une médiation, encore une fois, la plus contemporaine possible, qui prouve qu'on revisite sans arrêt et que même les cinéastes vont puiser sans arrêt cette inspiration. Voilà. Il y a eu je ne sais combien de versions de l'Iliade et de Exactement, l'Odyssée. il y a eu les péplums, mais voilà, Nolan, là, s'attelle à l'Odyssée, et c'est pas un hasard parce que toute son œuvre est en fait irriguée. On sait que c'est un grand... Si on aime ses films, on sait que c'est un grand lecteur de l'Odyssée, et peut-être qu'on dira pourquoi. Eh bien, on va écouter un extrait de la BO du film. Eh bien, on planait, on y était dans cette Odyssée revue par Hollywood. Retour conversation littéraire avec Christophe Onodibio pour l'Odyssée de l'Odyssée, paru chez Grasset il y a quelques semaines. Juste avant la diffusion de l'extrait musical, vous parliez de la médiatisation, de la diffusion, de la manière de passer aux générations d'aujourd'hui. Oui. Cette Odyssée, c'est le propos de votre livre. Oui, parce qu'en fait, j'ai essayé de faire ça, parce qu'en fait, ce texte, je l'adore. Ça fait peut-être 35 ans que je me plonge et me replonge dedans. Je me suis aperçu que ce qu'on m'avait raconté, c'est-à-dire les sirènes, les cyclopes, Circé, c'est une toute petite partie, que c'est une sorte, je vais dire roman, c'est pas du tout un roman, puisque c'est une épopée en vers, mais c'est une sorte de roman absolument génial, où il y a toutes les dimensions, tous les grands thèmes qui ont obsédé l'être humain depuis son apparition, l'expérience de la guerre. En fait, c'est même une compression de toutes les expériences qu'un être humain peut faire dans sa vie. La guerre, la mort, le désir, la fidélité, l'infidélité, la peur, la perte
perte de foi, hein, presque, le rapport au La Dieu, au vengeance. divin, la vengeance, la transmission, père-fils, l'amour conjugal, l'identité, qui on est, au fond, qui on est vraiment. Donc, toutes ces expériences-là, tous ces grands thèmes, la justice, la politique, l'équité, le management aussi, avec son équipage, et en même temps, en le relisant sans arrêt, les thèmes qui obsèdent notre époque. Le transhumanisme, l'immortalité, l'intelligence artificielle, la connaissance totale avec Google, parce que je donne juste un exemple. Les sirènes. On parle toujours du chant mélodieux des sirènes qui est mortel et ça. Mais les sirènes, dans l'Odyssée, dans le texte même d'Homère, qui était un texte dit, à l'oral au départ, c'est la tradition orale, puis à un moment il était fixé. Les sirènes disent, nous savons tout ce qui a été, tout ce qui est et tout ce qui sera sur la terre féconde. Et en fait, ce qu'elles promettent à Ulysse, c'est pas seulement un chant mélodieux, c'est le chant de la connaissance totale. Et donc, si on se penche sur Homère, on se dit connaissance totale égale danger dans l'Odyssée. Pourquoi ? Donc ça vous force à réfléchir. Là, donc moi je m'arrête dans ma narration, parce qu'en fait, l'idée de ce livre, c'est raconter du début à la fin l'Odyssée, à la première personne, en amateur et en connaisseur d'Homère, pour des gens qui en ont des bribes, ou pour des gens qui connaissent bien, mais qui finalement ont oublié, par exemple. Avec chaque ça arrive. chapitre très court, conçu comme un petit feuilleton, en fait. Exactement, parce qu'en fait, c'est un texte avec énormément de rebondissements. Mais l'inconvénient d'Homère pour nous contemporains, c'est qu'il vous parle de choses que vous êtes censés connaître. Quand il vous dit Calypso, bah vous savez pas que Calypso, en grec c'est Calypto, je cache, je dissimule. Et quand un grec entend ça, il est prisonnier chez Calypso, ça veut dire que non seulement il est prisonnier, mais qu'en fait il est caché aux yeux du monde. Quand il vous dit l'île était au nombril de la mer, qu'est-ce que ça veut dire le nombril de la mer ? Ça veut dire l'endroit, c'est le point Nemo, quoi. L'endroit le plus loin de toute côte, quoi, au centre de la mer. Quand on arrive chez Circé, nous on entend Circé, l'ensorcellement, c'est joli Circé. Oui, c'est mélodieux. Quand un grec entend ça, Kirké, il entend, parce que c'est ce que ça veut dire en grec ancien, l'oiseau de proie, l'anneau qui se resserre autour de la proie. C'est l'oiseau de proie qui vole au-dessus de votre tête. Donc c'est extrêmement C'est inquiétant. nettement moins rigolo. Exactement. Et donc en fait, il faut décoder sans arrêt. Et donc là, par exemple, je rends à Homère ce qui est à Homère. Ces sirènes, c'est très sympathique de nous dire que c'est un chant mélodieux. C'est déjà assez beau, un chant mélodieux qui vous perd. Mais c'est dire qu'elle propose la connaissance totale. Et cette connaissance totale, Ulysse va avoir la chance de l'avoir, de l'écouter. Et c'est pas un hasard s'il réussit à se défaire de tous les pièges qui lui sont tendus, c'est qu'en fait, il possède cette connaissance totale. Et moi, ça me fait penser à Google. Ou ça me fait penser, cette idée de bibliothèque accessible, Oui. qui saurait tout. Ou aussi ce que nous promettent aussi l'époque de l'intelligence artificielle, dont le pape d'ailleurs a très bien parlé, c'est-à-dire que savoir tout, surtout. Savoir de quel organe vous allez mourir. Savoir, comme il y a des expérimentations qui sont faites ainsi dans la Silicon Valley, à lire vos rêves. C'est-à-dire que je vais pouvoir, Jean-Claude, vous mettre dans une machine et cette machine va lire les rêves, va lire vos pensées les plus secrètes. Est-ce qu'on veut tout savoir ? Surtout pas. Surtout pas. Et c'est pour ça qu'Homère parle du danger de la connaissance totale via les sirènes. L'idée du transhumanisme, de vivre une vie éternelle, physiquement éternelle, ce rêve de ne pas mourir. Au fond, est-ce que ça fait une vie ? Est-ce que c'est pas un ennui aussi éternel ? Faut demander à Elon Musk. Faut demander à Calypso, surtout Calypso. dans Homère, qui va découvrir grâce à Ulysse l'ennui, puisque Ulysse part, et vous vous rendez compte que Ulysse, tout mortel qu'il est, il se voit promettre l'immortalité par cette nymphe qui l'aime, qui veut le garder près de lui, parce que sinon il va mourir ou rentrer chez lui. Et Ulysse refuse. Et Calypso lui dit, mais je comprends pas, tu veux rentrer voir ta femme, mais elle est moins belle que moi, elle va vieillir. Il dit, mais c'est normal, tu es une déesse. Forcément, tu es mieux faite, tu es plus grande, tu es éternelle. Mais moi, je préfère rentrer chez moi, près des miens, vieillir avec eux, vivre entre mourir ses parents, avec eux. le reste de son âge. Ça, c'est le côté du Bel Air, voilà. Mais qui nous a Merveilleux. déformés, Ulysse. Alors justement, c'est là que je Voilà. voulais en venir. Vous partez de choses extrêmement basiques, c'est pour ça qu'on a envie de vous suivre et qu'on se plonge dans ce livre. Vous partez même du nom d'Ulysse, parce que rien que là-dessus, C'est il y a génial. moult à dire. Donc déjà, Odyssée,
Odysseia. Odysseia, ça vient d'Odysseus, Voilà, le nom de le nom d'Ulysse en grec, Voilà. qui veut absolument pas dire ce qu'on lui prête en général. Et vous dites, parce que c'est toujours le Ulysse aux 1000 tours, Oui, Polytropos, Tout à fait. mais vous le désencalaminez, vous le décoiffez, et vous en faites un portrait plutôt à charge. Il n'est pas très sympathique, le personnage, chez Oui. Christophe Onodibio. Alors, je ne fais rien de plus que ce qu'en fait Homère, sauf que comme on ne lit plus Homère, on lit des versions de gens qui se sont appropriés en fait Oui, Homère, notamment comme Bérard, du Bellay. qui est un peu Ou cuquifié. Bérard, exactement. Ulysse n'est pas un personnage sympathique. Voilà. C'est un personnage fascinant. C'est pour ça que c'est un héros génial. C'est un héros très contemporain dans la mesure, comme un bon héros de série, il a des mauvais côtés et des bons côtés. Il est complexe. Il est courageux, prudent, mais il est capable d'orgueil terrible. Il est généreux, mais il est capable de violence. Par exemple, est-ce que vous saviez, là je m'adresse à vos auditeurs, qu'Ulysse non seulement massacre les prétendants, il l'avait bien cherché, les 108 prétendants qui harcelaient Pénélope et qui vidaient sa cave et qui maltraitaient vidaient ses son troupeaux, fils. qui maltraitaient son fils. Mais il massacre aussi 12 servantes qui sont des esclaves, qui sont violées nuit et jour par les prétendants. Ils n'ont rien fait, les malheureux. Elles n'ont rien fait. Ulysse le sait, dit aux prétendants « Vous couchiez de force avec mes servantes ». Et après le massacre des prétendants, il demande à Télémaque d'aller massacrer les servantes. Alors qu'il sait que les autres ont couché de force avec elles. Et que ce sont des esclaves et qu'une esclave ne peut rien refuser à un aristocrate, à un prince, parce que ses prétendants sont des princes. Bon, ça on ne le sait pas. Ça c'est terrible. Oui, il y a C'est plein le côté d'épisodes qu'on a oubliés. c'est le chef mafieux qui, en fait, supprime toutes les traces de ce qui s'est passé à son absence. Le récit, tout ce qui a pu être dit, il supprime tous les témoins. Et vous avez raison de le rappeler, et je vous remercie de faire attention à ça, Odysseus, donc Odyssée, Odysseia, les aventures d'Ulysse, Odysseus vient d'un verbe qui veut Odyssomai, qui veut dire celui qui... En fait, Ulysse, c'est celui qui provoque la colère et celui qui est en Qui colère. est en colère, voilà. Odysseus, c'est l'homme en colère. C'est pas Et- du tout le rusé, le malin. Alors, il y a Un Polytropos, peu, il est Polytropos. qui le caractérise, mais dans son nom même, il y a l'idée de rage, Le de rancunier, colère, le- de rancœur, Ouais, tout à fait. de vengeance. Donc c'est un héros sombre. Il y a un côté, j'allais dire, si on veut être dans la pop culture, de ces héros qui portent en eux une histoire qui les a rendus malades de colère, comme, j'en sais rien, Batman, etc. par exemple, parce que ça c'est Nolan a adapté Batman aussi. Bon, tous ces noms, pour un grec qui entend ça, parce que c'était un stand-up, hein, à l'époque c'était l'Aède arrivait, Ça a été un succès énorme, puisque le texte étant parvenu jusqu'à nous, c'est qu'il était Mais- hyper diffusé. mais donc, c'était formidable, tout le monde le connaissait. Platon disait que Homère avait été l'éducateur de toute la Grèce. Et pourtant, Platon aimait pas trop les poètes, comme on le sait. Mais parce que c'est la force des grands récits, et c'est pour ça qu'on aime la littérature, c'est que non seulement c'est plaisant, je disais tout à l'heure, roman d'espionnage, d'initiation, roman d'amour, roman d'aventure, mais ça nous apprend des choses sur l'être humain, plein d'expériences concentrées dans un livre, mais ça nous apprend. Et donc, je me dis, il faut absolument expliquer aux gens, il va y avoir ce film là, mais de toute façon, film ou pas, il faut réexpliquer que ce qu'on vous a dit sur Ulysse, c'était très partiel. Il y a des épisodes qu'on raconte pas aux enfants, comme l'épisode des servantes. C'est assez charnel, hein, aussi, comme texte. Les retrouvailles avec Pénélope, elles sont absolument divines, charnelles, politiques. Donc il y a plein de dimensions. Et Mufle. Et Mufle aussi, des dimensions politiques, esthétiques, existentielles, de l'ordre de l'aventure, de l'ordre de l'éducation, de l'ordre de l'initiation à la vie. C'est un manuel de survie formidable. Donc autant en faire profiter. Et vous disiez, oui, je l'ai fait en petits chapitres, souvent d'une page, avec un titre un peu comme mon... Comme un espiègle, article. voilà, qui donne envie. Pénélope, maîtresse des horloges, nous rappelle par quelqu'un. exemple. Non, mais exactement. Pour montrer que Pénélope, c'est pareil. C'est pas juste celle qui attend son mari en brodant. Déjà, c'est pas une tapisserie, c'est un linceul. Oui, ça c'est Pour très le- important. Voilà, c'est très important. Et puis surtout, c'est une vraie femme politique qui tient quand même le palais en l'absence d'Ulysse contre 100 jeunes hommes qui ne veulent qu'une chose, la mettre dans leur lit. C'est dit chez Homère. C'est pour ça que je n'invente rien, en fait. Parfois, je me risque à interpréter, mais je reste dans le texte Oui, c'est d'Homère. ça. C'est de l'archéologie, c'est de la restitution en fait. Homère nous l'a dit, sauf qu'en fait, c'est pas arrivé jusqu'à nous. Par exemple, Ulysse arrive à Ithaque, il repart. Oui, ça c'est important Mais aussi. c'est Et il le c'est sait. absolument fondamental. Il le sait. Le devin Tirésias, c'est pareil, il y a une expérience de
limitation, une expérience des limites entre la mort et la vie. À un moment, grâce à Circé, Circé lui dit, il va falloir que tu ailles au pays des morts, consulter le plus grand devin que la Terre ait porté. Il s'appelle Tirésias, il a été à la fois homme et femme, c'est le premier transgenre d'ailleurs de l'histoire. Il a des mamelles, comme Et on pour sait. aller le consulter, comme il est mort, il faut aller au pays des morts. Et là, Tirésias va dire à Ulysse, en fait, tu reviendras à Ithaque, mais en fait, tu devras repartir. Et ce dernier voyage d'Ulysse, Tirésias le raconte à Ulysse avant qu'Ulysse l'ait vécu. Et il ne sera pas raconté dans l'Odyssée, mais il est raconté comme une sorte de, comment on dit, pas un flashback, mais une sorte de récit Un d'anticipation. Oui, mais un séquel. Un séquel à l'envers. Un Oui, c'est ça, séquel préquel à l'envers. implanté, et ça c'est très nolanien. C'est pour ça que Christopher Nolan adapte l'Odyssée. C'est qu'en fait, toute Ulysse, Homère a inventé le flashback. Dans Nolan, vous Il a avez inventé toujours plein de trucs, d'après vous. le récit d'Ulysse qu'on connaît, les sirènes, Circé, etc. Ça fait l'objet, et on ne le sait pas si on n'a pas lu l'entièreté, d'un flashback au moment où il va rentrer chez lui, il est chez les Phéaciens, et en fait, il va dire « Je suis Ulysse », il raconte ce qui lui est arrivé. Donc en fait, on repart au début de l'Odyssée, et c'est Ulysse le conteur. Ce qui me fait dire qu'on ne sait pas si c'est vrai. Alors on ne sait pas si c'est vrai, mais c'est Ulysse lui-même qui raconte ses exploits. Et en fait, les Phéaciens sont un peuple très sophistiqué qui adore la littérature, qui adore les histoires. Ils sont philo-mutoi, ils aiment les mythes, ils aiment les histoires. Et Ulysse va payer finalement son voyage par une belle histoire. Et enchantés, les Phéaciens lui disent « Mais c'est merveilleux ce que nous a raconté. Bien sûr, nous allons t'aider à rentrer chez toi. » Eh ben, écoutez, nous, on n'aurait pas envie que vous rentriez chez vous, parce que grâce à vous, on est devenus des vrais Phéaciens, Ah, bah, écoutez. et non pas des Béotiens. Non, non, On c'est a pas la écouté même des chose. belles histoires. On n'a qu'une envie, évidemment, c'est dans l'ordre, relire, si possible en grec, ou lire dans une traduction la plus fidèle possible, l'Odyssée, et pourquoi pas dans la foulée l'Iliade. Et bien entendu, se jeter sur l'Odyssée de l'Odyssée, votre livre, excellente lecture de l'été, ça va se Merci. connecter avec le film de Nolan. Toute petite dernière question, puisqu'hélas le temps passe vite, est-ce qu'il y aura une Odyssée de l'Iliade ? Alors, je me pose la Est-ce que c'est question aussi encore. riche ? Est-ce que c'est aussi inspirant ? C'est très différent. C'est un texte aussi qui nous parle aujourd'hui. C'est un grand texte de guerre. Il n'y a pas la variété de récits. Alors là, je vais me fâcher avec. Vous savez qu'il y a deux camps hein, Oui, chez c'est les. comme le voilà. rouge et le noir, Ou etc. l'OM et le PSG, quoi. J'aurais- C'est on a ça. les références qu'on Mais moi, peut. je choisis les deux, mais avec quand même l'Odyssée. On a commencé l'émission par l'eau, ce qui est aquatique. C'est un archipel. On navigue d'île en île, et chaque île est un chapitre. Chaque île est une aventure, et ça, je trouve ça assez merveilleux. Donc, peut-être me frotterai-je à une Odyssée de l'Iliade, mais Le je titre est réserve déjà encore mon trouvé. jugement. Bon, Voilà. d'accord. Après la mer, la terre. Merci, Exactement. Christophe Onodibio. Merci Je Jean-Claude rappelle Perrier. l'Odyssée de l'Odyssée, c'est chez Grasset et c'est sous-titré joliment. Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les aventures d'Ulysse sans avoir jamais lu Homère. Mais en faisant lire, après en donnant l'envie d'aller à la Voilà. source. Merci encore. Merci à vous Jean-Claude Bel Perrier. été. Les conversations du week-end. Aujourd'hui, la conversation littéraire, animée par Jean-Claude Perrier.